Dino Cinieri, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux de vous avoir à cette petite table pour parler un peu politique régionale et peut-être même nationale. J'ai envie de vous demander déjà une première chose. Vous avez fait beaucoup de choses pendant vos mandats. Vous avez été député pendant 21 ans, j'ai entendu. Est-ce que finalement votre vie elle a changé aujourd'hui? Est-ce que vous êtes allez, je vais peut-être pas dire le mot, mais en semi-retraite? Non, au contraire, c'est un nouveau souffle au niveau politique, puisque je suis conseiller délégué auprès du président Fabrice Pankouk au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est un poste qui me sied bien comme avec Laurent Wauquiez, qui est notre conseiller spécial. Justement, c'est quoi ce rôle à la région? Qu'est-ce qu'on vous demande? C'est quoi exactement votre fonction? Parce que vous avez un titre, mais quel est le travail qui correspond? Eh ben, le rôle d'un conseiller délégué, c'est d'abord de conseiller à la fois le président lorsqu'il me sollicite, mais aussi l'ensemble des vice-présidents dans toutes les thématiques. Ma carrière professionnelle vient de l'économie. Quand on fait de l'économie, on a forcément un peu de connaissances sur le management, sur l'économie, sur la vision du développement, sur la gestion, sur les finances. Donc toutes ces thématiques, je les mets à disposition de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça veut dire que vous mettez un peu plus en avant la Loire, ou alors vous avez un rôle d'équité aussi par rapport aux autres départements? Alors, tout d'abord, quand on est conseiller régional, on est d'abord conseiller régional au niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec ses 4034 communes et ses 8 millions d'habitants. Mais il est vrai qu'on a plutôt, sans être trop chauvin, on tire un peu la couverture, comme tous les conseillers délégués, auprès de nos départements. Et le département de la Loire n'a pas à se plaindre, puisque depuis 2016, la région Auvergne-Rhône-Alpes a soutenu le département avec pratiquement 1244 millions d'euros, avec une aide de 414 millions auprès de la ville de Saint-Étienne et 600 millions, un peu plus de 600 millions concernant Saint-Étienne Métropole. Vous voyez, donc la Loire se taille une bonne part du gâteau. Une petite question technique. On a beaucoup parlé de la fusion des régions. À l'époque, moi, personnellement, je pensais que c'était bien, qu'on allait faire des économies. Est-ce qu'avec le recul et votre expérience, c'était une bonne chose de fusionner les régions, puisqu'on a fusionné l'Auvergne avec le Rhône-Alpes? Écoutez, la décision revient au président de la République, mais pour ce qui concerne notre région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes était classée 11e région sur 13. On pourrait applaudir nos prédécesseurs, puisque nous n'étions pas ni les derniers ni les avant-derniers, mais ça ne satisfaisait pas notre président Laurent Wauquiez, qui lui, il souhaite être sur le podium et à la première place. Et effectivement, la gestion est sous l'impulsion de Laurent Wauquiez. Nous sommes passés de la 11e place à la première place. Et c'est pas nous qui le disons, puisque la Cour des comptes, qui était présidée par Didier Migaud, nous a classé première région de France, la mieux gérée de France. Donc, vous voyez, de la 11e place, on est passé à la première. Et nous avons fait des économies. Et qu'avons-nous fait de ces économies? Alors, on a immédiatement redistribué ces économies à l'ensemble de toutes les communes. Je dis bien toutes les communes, c'est-à-dire les 4034 communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été soutenues financièrement dans leurs investissements. C'est-à-dire qu'on a inventé un contrat d'ambition, un contrat de centre-ville et un contrat de ruralité. Ça veut dire quoi? Qu'un contrat d'ambition, c'est quand une commune a besoin d'investissement pour une crèche, pour une cantine, pour l'agrandissement d'une cantine, pour une école, pour une salle des fêtes. Eh bien, la région était là. Et bien entendu, nous n'avons pas oublié les communes de moins de 2000 habitants, parce que dans le département de la Loire, par exemple, nous avons 85% de communes qui ont moins de 2000 habitants. Et ces communes-là, il faut pouvoir les aider. Il faut savoir les entendre, les écouter, les accompagner. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas les mêmes structures que les villes urbaines. Et c'est pour ce fait, d'ailleurs, que Laurent Wauquiez a créé des référents dans chaque département. Et ces référents ont comme mission d'aller à l'encontre des maires, de discuter avec les maires, monter des dossiers. Et surtout, il y a une petite obligation, entre parenthèses, mais une obligation sympathique, c'est de dire aux maires: n'allez pas chercher des entreprises à l'extérieur du département et du canton. Faisons travailler les entreprises locales. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'on a parfois la loi oblige les maires de faire un appel d'offres.
Bon. Mais à un moment donné, on avait des chasseurs de marché. C'est-à-dire qu'une entreprise venait dans un département, traitait une affaire. Une fois que l'affaire était traitée, on ne les voyait plus. Et quand il y avait un problème, eh ben, on allait taper l'entreprise du coin pour les faire travailler. Donc on a décidé, on a proposé, on a invité les maires à faire travailler les entreprises locales, ce qui a permis de maintenir l'emploi dans nos communes, de prévoir des carnets de commandes financiers de manière à pouvoir aider l'entreprise à elle-même investir, et puis ça a permis de faire de la formation à nos jeunes aussi. Alors aujourd'hui, on a la région dont on vient de parler, on a le département, et maintenant on a les métropoles qui prennent de plus en plus de place, et je dirais même de pouvoir. Est-ce que finalement, les départements, ils ont encore lieu d'être? Est-ce qu'il ne faut pas supprimer cette strate qui a priori ne sert plus à grand-chose, parce que si c'est les métropoles qui gèrent et la région, à quoi sert un département si ce n'est aujourd'hui de donner le RSA et s'occuper des handicapés? Pour moi, les départements ont tout lieu d'exister parce que c'est un trait d'union entre les régions et les métropoles. Mais parce qu'ils font un service de qualité, notamment pour les plus démunis. Donc, il faut savoir que dans la Loire, le revenu moyen par habitant, il n'est pas celui qu'on a dans les Alpes-Maritimes, par exemple. Bon. Je m'en doutais un petit peu. Bon. Donc, ce que je veux dire moi par là, c'est que à l'époque, même Nicolas Sarkozy, même Macron en ont discuté de manière à créer des conseillers territoriaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fusionnait un peu les départements et la région, ce qui veut dire que des élus qui étaient conseillers territoriaux avaient aussi le pouvoir de travailler sur le département avec des élus du département. Ça aurait été une bonne chose. Mais Macron a décidé autrement, puisqu'il voulait faire des économies. À l'époque, il y avait 21 conseillers départementaux, il a fait des binômes, il y en a 42. Donc on a augmenté le nombre. Impose aussi la parité. Oui, non, mais à la limite, on pouvait obliger la parité au niveau départemental en mettant un homme et une femme sur un canton. Hein. Mais là, on est passé de 21 à 42. Bon, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Vous qui êtes resté 21 ans député, comment vous avez vécu cette dissolution au mois de juin? On a eu les élections européennes et le soir, à la surprise générale, bien qu'on sentait un peu cette herbe, mais moi je pensais que ça serait pour septembre. Comment vous avez vécu au soir quand vous avez entendu cette annonce-là? Alors, moi tout d'abord, je m'y attendais à une dissolution. Je m'y attendais parce qu'au bout de 21 ans, un peu plus de 21 ans de législature, j'ai constaté que notre pays se dégradait. Tout à l'heure, j'ai parlé de la dette de la France du temps de Sarkozy, par exemple, parce qu'il faut parler des choses, en passant par Mitterrand, en passant par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. À l'époque, il y avait 1400 milliards de dettes. Ce qui est beaucoup trop, à mon sens. Énorme. Mais quand on parle de 2012 à 2024, en 12 ans, hein, ils ont doublé la dette, même plus. Donc on est passé à 3200 milliards. Tout à l'heure, le ministre disait 3300 milliards. On va emprunter 315 milliards pour pouvoir permettre de boucler le budget et de payer nos fonctionnaires. Et avec un taux d'intérêt de 82 milliards qui est le budget de l'armement et de la défense. Et on fait partie des pays, la France, le pays qui, à ce jour, fait partie des 5 pays les plus endettés d'Europe, avec l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Italie et nous. Vous vous rendez compte, la France? Et aujourd'hui, on emprunte à un taux d'intérêt qui est supérieur à celui de la Grèce. J'ai envie de vous dire une petite chose. On parle toujours du bon père de famille. Oui. Moi, je me suis posé beaucoup la question cet été. Quand on n'a pas les moyens, est-ce qu'on organise les Jeux Olympiques et on fait flamber tous les budgets? Non, mais il n'y a pas que les Jeux Olympiques. C'est ce qu'on a vu, oui, vraiment. C'était visible. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, pour répondre à la question initiale, c'était comment j'ai ressenti, moi, ces 2-3 dernières années, au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je peux vous dire que c'est un foutoir. C'est un foutoir. Moi, à un moment donné, si vous voulez, quand je vois un ministre qui est capable de dire... enfin, on est en direct, là, ça m'ennuie de dire des mots d'injure. Quand on voit de l'obstruction de la NFP, là, de LFI, et puis ces autres tendances politiques socialistes et communistes et écologistes, quand on voit ce qu'ils peuvent dire comme insulte, c'est inacceptable. Ce sont des gens qui sont
inopérants. Ils n'ont jamais connu une élection. Ils ne savent pas, quand je parle d'une élection de terrain, je parle, hein, ils n'ont jamais été ni maire, ni adjoint, ni conseillers municipaux, ou encore moins conseiller départemental ou conseiller régional. Ils n'ont aucune notion. Aucune notion. Mais là, dans l'hémicycle, eh bien, c'est n'importe quoi. Jamais moi, j'ai connu des vice-présidents des pouvoirs à droite et des pouvoirs à gauche. Je peux vous dire que c'était une excellente tenue. Il y avait des débats. Il y avait une gauche, il y avait une droite. Il y avait des débats, mais il n'y avait jamais d'insultes. Il y avait du respect. Là, aujourd'hui, ben, c'est une bordélisation complète. Mais il n'existe pas des sanctions? Oui, mais là, à ce moment-là, j'aime bien, elle est sympathique, notre présidente de l'Assemblée nationale. Elle est réélue. Oui, elle est gentille, elle est sympathique, elle est tout ce qu'on veut. Mais c'est pas du Barthelone ou c'est pas du Jean-Louis Debré ou de notre Bernard Accoyer. C'est des gens qui tenaient les rênes et il y avait une discipline. Bon, là aujourd'hui, il n'y a plus de discipline. Il n'y a plus de respect. Ouais, c'est le mot, respect. Il n'y a plus de respect. J'ai envie de vous dire, moi, finalement, on a beaucoup milité à une époque pour le non-cumul des mandats. Et on se rend compte aujourd'hui de ce que vous venez de dire, en plus, qu'un maire qui était député, il avait aussi la valeur de ce qui se passait sur le terrain, en plus. Donc, finalement, ce qu'on pensait être une bonne chose, avec le temps, on se rend compte, comme beaucoup de choses, c'est quelque chose de négatif. Non, mais c'est une erreur. Quand vous voyez, par exemple, des députés qui savent tout juste, qui ne savent même pas lire le texte qu'on leur met sous les yeux. Bon. Là, c'est peut-être une question de lunettes aussi. Oui, c'est peut-être une question de lunettes, c'est vrai. Bon, ou quand ils s'expriment, ben, c'est que des insultes. Vous savez, pour moi, un élu, d'abord, ça doit aimer les gens. Il faut savoir les respecter. Il faut qu'un maire soit visionnaire, ou un élu, on va dire, un élu doit être visionnaire. Il doit être gestionnaire. Il doit savoir être à l'écoute. Il faut savoir accompagner les gens. Il faut savoir avoir un suivi dans les dossiers, des dossiers. Il faut s'investir pleinement. Moi, qui venais d'un quartier populaire, à 14 ans, mon père m'a mis à l'usine. Je travaillais aux établissements Murs, au Chambon-Feugerolles. Je montais des armatures de béton armé. Bon, dans la vie, j'ai toujours eu cette volonté de me battre. J'ai fait du sport, il y avait des règles, il y avait du respect. J'ai monté ma petite entreprise qui est devenue un groupe important avec 2500 salariés. Mais à côté de cela, il y a toujours eu le respect des règles de la famille, du travail. Là, il n'y a aucune règle. On ne sait pas. C'est simple. Je plains, quand j'ai passé le témoin à Madame Sylvie Bonnet, avec beaucoup de bonheur, parce que elle est efficace, elle est présente, elle fait un travail remarquable. Je lui ai dit, écoute, je te souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de courage, parce que passer des nuits, passer des amendements, 150, 200 amendements sur la même écriture, on changeait un mot, une virgule, et on refaisait le... C'est inacceptable. Inacceptable. On oublie de dire souvent, on entend beaucoup critiquer les politiques, hein, vous devez l'entendre. Hein, ouais. On ne se rend pas compte que ces gens-là, ils sont tout le temps sur le terrain, ils sont tout le temps en train de travailler, et ils n'ont pas de vie de famille finalement. Ben écoutez, moi j'ai la chance d'avoir une épouse remarquable. Quand je dis remarquable, le mot est faible encore. Moi, toute ma vie, je me suis battu, parce que quand on est autodidacte, il faut qu'on travaille 2 fois plus que les autres. Il faut prouver plus que les autres. Il faut prouver. Il faut se battre. Et moi, ça m'a réussi dans ma vie. J'étais salarié aux établissements Murs. J'ai quitté l'entreprise pour monter ma petite société. J'ai été seul. Ensuite, on était 5. Après, on était 500. Après, on s'est entouré de gens compétents. On a créé des filiales d'installation d'alarmes, de transport de fonds, d'écoles de formation. Bon, mais c'est une volonté de pouvoir réussir dans de bonnes conditions. Et quand je me suis retrouvé à l'Assemblée nationale ou à la mairie de Firminy ou député de Saint-Étienne, une ville qui m'est chère d'ailleurs, Saint-Étienne. Donc, inutile de vous dire que tout ce que j'ai acquis sur le terrain, je le mets à disposition de mes concitoyens. Vous qui avez vécu beaucoup de campagnes électorales, cette dernière élection législative au mois de juin et juillet, est-ce que les gens que vous avez rencontrés, ils vous ont parlé de choses différemment? Est-ce que vous avez senti là aussi une atmosphère un peu différente? Écoutez, moi de toute façon, l'atmosphère, ça fait depuis au moins 2 ans, 3 ans que depuis 2020, hein, quand on a vu la progression de LFI,
hein, enfin NFP, pardon, hein, on a senti un changement total. Et je veux vous dire, j'étais persuadé qu'il y aurait une dissolution, parce que cela me faisait penser à François Mitterrand. François Mitterrand, à un moment donné, a senti que les choses lui échappaient. Il a dissous l'Assemblée nationale. Jacques Chirac est arrivé, Premier ministre. François Mitterrand s'est occupé des affaires étrangères. Il a laissé Jacques Chirac s'occuper du gouvernement. Et puis lui, pendant ce temps, il s'est fait oublier. Mais on le voyait partout, dans le monde entier, dans les 5 continents. Et j'ai dit à Sylvie Bonnet, tu verras, il y aura une dissolution de l'Assemblée nationale et notre ami Emmanuel Macron va faire le tour du monde, il va voyager, il siégera même pas au niveau du Conseil des ministres, et puis voilà. J'en étais sûr. Je pensais qu'il l'aurait fait en janvier, là, en janvier 2024. Il l'a fait quelques mois après, mais j'en étais persuadé. Et quand il a perdu les européennes, ça a été le motif pour déclencher la dissolution. Et comment vous avez vécu l'entre-deux tours? Parce que partout dans la Loire, hein, le Front National était en tête quasiment, et on avait l'impression qu'ils avaient la possibilité de prendre des sièges. Comment vous avez vécu, c'était court en plus, il n'y avait qu'une semaine, comment vous avez vécu cette semaine folle pour renverser la vapeur, j'allais dire? Alors, d'abord, on a été surpris que le Front National, le RN, hein, nous envoie une deuxième fois un candidat. Enfin, dans la 4e circonscription, on a eu Madame Seban, qui est une femme remarquable, d'ailleurs intelligente, brillante. Que j'ai interviewé d'ailleurs. Oui, qui est une femme brillante, que j'ai appréciée. Sur le terrain, on était courtois, polis, respectueux l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, on n'a eu aucun problème. Par contre, on a bien senti qu'à gauche, les filles et puis le PC, à l'époque, ils étaient presque sur le même... enfin, ils étaient plus tendus. Bon, c'est comme ça. Bon, mais par contre, je ne pensais pas qu'on allait nous envoyer encore un parachuté. Là, on nous envoie un avocat qui vient de Lyon, qui est conseiller municipal dans le Rhône. Hein. C'est insensé, ça aussi. Oui, c'est une... Non, moi, voilà. Je ne comprends pas que des gens qui ne sont pas du coin soient parachutés comme voilà. ça. Ben, ils ont le droit en tant que et en plus, ils font des voix. Oui. Ben, la preuve, c'est que moi, demain matin, si j'ai envie de me présenter à Bordeaux, à Marseille, ou à Toulouse, ou à Cannes, ou à Paris, je peux. Les Alpes-Maritimes, tout à l'heure. Les Alpes-Maritimes, bon. Non, oui, non, mais je n'ai pas l'intention d'aller dans les Alpes-Maritimes, je vous rassure. Alors, par contre, on nous envoie un inconnu qui arrive à faire 40% au premier tour. Ça veut bien dire qu'il y a un rejet quand même. Oui, oui. Et nous, on est derrière à 7000 voix on a 7000 voix de retard, 7000 voix de retard, mais on finit deuxième. Heureusement qu'on a fini deuxième, parce qu'on aurait fini troisième, on était mort. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on a labouré le terrain, quand on a travaillé le terrain, quand on a été à l'écoute, on reçoit avec Sylvie Bonnet 900 personnes par an. Ça fait pratiquement, allez, on ne va pas faire des calculs rapides, tant pis, ça fait presque 2,5 par jour. 365 jours, 2,5 par jour, 3 par jour si on veut. 365 jours, on divise 900. Dimanche et jour férié. Oui, dimanche et jour férié. Bon. Alors, inutile de vous dire qu'il y a un suivi derrière. Les gens viennent nous voir, on les accompagne. Bon, je crois que c'est le travail de terrain qui a payé. Et les gens, souvent, je vous le dis, ne votent pas non plus toujours pour un parti politique, hein, ils votent pour l'homme. Vous savez, quand je me promène dans les rues, je ne veux pas dire dans diverses communes, on nous dit, M. Cinieri, rassurez-nous, écoutez-nous et sécurisez-nous. Eh bien, moi, ça m'interpelle quand on me dit ça. Et vous, qui êtes un homme de droite, je ne dis pas de bêtises, oui. Comment vous acceptez que les gens d'extrême gauche et des communistes et des socialistes aient voté pour vous, justement, pour vous faire gagner à ce deuxième tour? Mais écoutez, je vais vous dire, regardez, par exemple, au municipal de Firminy, mon premier adjoint était socialiste. Il s'appelait André Reynard. Il s'appelle toujours André Reynard. C'est un ami. J'avais Lucien Audras, président d'une amicale laïque, communiste à fond. Bon, j'avais des écolos. Et ils m'ont dit, on ne vient pas pour l'UMP, on ne vient pas pour LR. On vient pour Dino Cinieri. On vient pour Dino Cinieri. Parce qu'on travaille en équipe. Parce que les compétences, il n'y a pas que des gens bien à droite et des imbéciles à gauche. Je confirme. Et il n'y a pas des gens bien à gauche et des imbéciles à droite. Et ce qui fait la force quand on mutualise les compétences des uns et des autres, c'est à ce moment-là qu'on devient fort.
c'est quand on est capable d'ouvrir les barrières et de se dire, allez, chiche, on y va, notre drapeau, eh ben, ça sera la ville. Mais vous savez, moi je pensais que c'était ce qu'allait faire exactement Emmanuel Macron. Je me suis dit, il va réunir des gens de droite et des gens de gauche compétents et on va aller vers le mieux. Et on se rend compte avec le recul qu'on n'est pas allé vers le mieux. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Mais, non, mais attendez, il l'a fait, mais je vais vous dire encore mieux. Au jour d'aujourd'hui, eh bien, aussi bien. Moi je rêve de revenir à une droite et à une gauche, comme on avait, nous, à l'époque. Il y avait du respect. On travaillait ensemble. Il y avait, attention, il y avait des débats, même parfois houleux. Mais il y avait du respect. Bon. Au jour d'aujourd'hui, regardez. LFI, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent au PS, attention, hein, si un d'entre vous, au PS, au PC et aux écolos, qui ont été élus sous le drapeau NFP, s'il y en a un qui sort du cadre, demain matin, on vous met un candidat contre vous. Oui, mais enfin, si on a des valeurs et un peu de stature, eh ben on y va au combat. Oui. Corbière, il est allé, il a gagné. Oui, mais non, mais des Corbière, il y en a combien? Il y en a combien par rapport aux 193? Ils sont 193. Il y en a combien? Hein? Moi-même, d'ailleurs, sur la réforme des retraites, j'ai voté contre mon parti. Parce qu'à un moment donné, on a des responsabilités, on les assume. Moi, je sais d'où je viens. Moi, je viens du quartier. Moi, mes amis de l'époque, ils s'appelaient Laïdoni, Ouada, Djenadi, Brahmi, Rama, Choual. Il y avait des Stripoli, des Cinieri, des Lopez, il y avait de tout. On vivait comme ça. Hein. Moi, j'ai passé, et dans les groupes d'amitié à l'Assemblée nationale, j'ai pris qui? J'ai pris les pays du pourtour méditerranéen, pas 6 mois avant d'avoir quitté l'Assemblée. Depuis 2002, j'ai pris l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Et j'ai été même vice-président du Maroc, secrétaire de l'Algérie et président de la Tunisie. Vous m'avez lancé une petite balle, là. Vous m'avez parlé d'Italie. Dino Cinieri, ça sonne bien italien. Quel est votre rapport aujourd'hui? Je vais parler en tant que politicien avec l'Italie, puisqu'on dit que l'Italie est dans un pays maintenant d'extrême droite avec Mme Meloni. Comment vous vivez ça? Comment vous humez ce parfum italien? Alors, moi, je vais vous dire une chose. D'abord, je suis un homme de la droite républicaine, premièrement. Je vous invite à faire un peu d'historique et de regarder du temps de Charles Millon. J'avais moins de cheveux blancs. Oui, mais du temps de Charles Millon, eh bien, on n'était pas nombreux à quitter le groupe Aura, qui était le groupe représenté par Charles Millon. Et je peux vous dire que vis-à-vis de Charles Millon, je l'ai toujours accompagné. J'y croyais à Charles Millon. Jusqu'au jour où M. Bruno Gollnisch s'est levé et a chanté la Marseillaise en japonais, parce que son épouse est japonaise, parce qu'il avait eu une remarque désagréable de Charles Millon, qui l'avait humilié. Et Bruno Gollnisch lui dit, souvenez-vous qu'à l'époque, vous nous avez sollicité pour une alliance. Et là, vous prenez un coup de poing dans l'estomac, vous prenez un petit bout de papier, et vous votez contre. Et vous démissionnez. Ah, carrément. Et ben ça, je vais être vulgaire, mais ça, c'est en avoir. Oui, démissionner du groupe Aura, et je suis retourné tout seul. Enfin, on était 2 ou 3 après qui sont venus me rejoindre dans le groupe RPR à l'époque. Et Jean-Louis Gagnère, que vous connaissez, un petit peu, oui. Hein, me dit, le soir, je le vois, il me dit, enfin, il a dit ce que vous venez de dire, que je ne peux pas dire en direct sur le micro. Moi, je me trompe peut-être dans mon analyse, et vous allez peut-être me corriger ou peut-être me confirmer ce que je pense. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que le Rassemblement national, c'est un peu le RPR des années 80-90. Non, mais là-dessus, vous vous trompez complètement. Les Républicains ne feront jamais une alliance avec le RN. Alors, donc, il y a eu Ciotti, il y a quelque chose là, quand même. Non, mais écoutez, je vais vous dire, il y a des gens de chez nous qui ont quitté. Il y a même des socialistes, des communistes, et même des gens d'extrême gauche qui ont rejoint aussi le RN. Il n'y a pas que. Et nous, chez nous, il y en a qui ont. Regardez bien, il y a 2 députés, Ciotti qui nous a quittés, et une députée des Alpes-Maritimes qui l'a suivi. 2.
Ça veut dire que vous n'êtes pas du tout dans cette ligne-là. Alors. Non, à moi. Et justement, qu'est-ce qui vous différencie politiquement? Je ne parle Non, pas mais- de fascisme, non, mais je ne parle pas de écoutez, beaucoup de choses, non, mais politiquement, qu'est-ce qui attendez, vous différencie? je crois qu'à un moment donné, si vous voulez, le problème de la sécurité, le problème de la drogue, le problème du pouvoir d'achat, le problème de la sécurité, le problème, c'est un problème qui n'appartient pas à un parti politique. C'est le constat. Au jour d'aujourd'hui, les Français sont inquiets. Les Français, plus qu'inquiets. Bon, donc, inutile de vous dire qu'il y a des thèmes tellement forts qui n'appartiennent pas à un parti politique. C'est faux. C'est pas parce que le RN parle de l'insécurité, de la délinquance ou de l'immigration avec les OQTF que ça lui appartient. Moi, je peux vous dire que de ce côté-là, il y a des règles dans ce pays, il faut les respecter, il y a des droits, il y a des devoirs, et il faut absolument que les règles soient respectées. J'ai envie de vous demander, dans l'avenir, pour ne pas décevoir les Français qui croient beaucoup à cette force, est-ce qu'il y a vraiment des solutions finalement? Ben, des solutions, là où il y a un problème, il y a toujours des solutions. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en 2027, d'ici 2027, beaucoup de choses vont changer, vont bouger. Je suis très inquiet pour l'avenir de notre pays. Je voudrais complimenter d'ailleurs Michel Barnier parce que avoir accepté de prendre un poste de Premier ministre dans la situation, vous savez, quand on est riche, quand un pays est riche, le poste est facile. Mais quand on a un pays qui est en faillite et qu'au jour d'aujourd'hui, il faut compter et prendre des mesures impopulaires, parce que la situation, c'est pas lui qui l'a réglée, elle vient pas de son fait. Il arrive. C'est pas lui qui a fait les 3200 milliards de dettes. Mais pourtant, M. Le Maire était un peu dans votre camp, non, à une époque? Non, mais il n'y a pas que lui. Darmanin, il y en a eu d'autres qui étaient dans notre camp. Mais vous savez, je crois que dans la vie, il y a une morale. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a ceux qui ont ce qu'il faut là où il faut, hein, et puis il y a ceux qui sont attirés par le gain, par la promotion, par le fait de dire la situation fait que... Voilà. Moi, vous savez, j'attends rien de personne. Moi, j'avais une chance, c'est de ne pas vivre de la politique. J'ai été maire de la ville de Firminy. J'étais un maire bénévole. Pas d'indemnité, pas de voiture de fonction, pas un seul café payé sur le compte de la mairie. Quand un ministre venait à Firminy, on allait au Moulin Rifa, on prenait un repas à 25 €. Et moi, j'offrais l'apéritif et les vins que je payais sur mon compte. Et je payais même mon repas. Mon essence, ma voiture, mes pneumatiques, je suis rentré à zéro, je suis retourné à zéro. Un pronostic pour ce qui est de ce gouvernement Barnier. Est-ce que c'est un gouvernement qui peut tenir? Moi, j'ai l'impression qu'il va tomber à tout moment. Non, il ne tombera pas. Je pense pour moi, c'est un avis personnel. Hein, je ne lis pas dans le Mars-Café. C'est pour ça qu'on vous pose la question. Voilà. Non, mais moi, c'est un avis personnel, mais je ne lis pas dans le Mars-Café. Moi, je pense très sincèrement qu'il y aura une dissolution en septembre, juin ou septembre. Il faut attendre 1 an et 1 jour, d'après ce que j'ai compris. Oui, absolument. On ne peut pas faire autrement. C'est ça. Donc, il peut aller jusqu'au mois de juin. Donc. Oui. On va revenir à la région, à Saint-Étienne. On ne va pas parler de politique stéphanoise, mais il y a quand même quelque chose aujourd'hui, un gros dossier. Est-ce que Casino, vous l'aviez vu venir? Et est-ce qu'il y a des solutions là aussi? Alors écoutez, moi je voudrais d'abord féliciter les députés qui sont saisis de l'affaire. D'abord Jean-Pierre Tête et Sylvie Baudet, qui ont demandé un audit des comptes. Hein, et puis non seulement ils ont demandé un audit des comptes, mais moi-même je leur ai dit, je ne comprends pas qu'on puisse accepter comme si tout était normal, le fait que pendant des années, le Casino a vécu sur des dettes, il y avait des commissaires aux comptes, il y avait quand même une gestion nationale qui surveillait la gestion financière du groupe Casino, et que du jour au lendemain, on s'aperçoit que le Casino est en faillite. Donc, moi, je voudrais connaître qui étaient les commissaires aux comptes, quels étaient les avocats qui les accompagnaient, parce que c'était aussi, Naouri a été un financier. Hein, je regrette ô combien Antoine Guichard. Une autre époque, mais moi, je dois tout à Antoine Guichard. Mon entreprise, c'est lui qui m'a cautionné pour avoir un prêt à la banque.
Aucune banque voulait me prêter les 50 000 francs à l'époque, parce qu'on parlait en francs. Hein. Les 50 000 francs. J'ai même connu les anciens francs. Ouais, mais les 50 000 francs pour pouvoir monter mon entreprise. Hein, et d'ailleurs, quand mon livre sortira dans fin d'année, début d'année prochaine, je raconte toute l'histoire. Voilà. Donc, Antoine Guichard, c'était un monsieur, un vrai. Il gérait un bon père de famille et c'était un épicier, un vrai. Aussi, on a l'impression qu'on est dans un monde de fous parce qu'on se rend compte que Auchan a racheté Casino en partie et on se rend compte que Auchan va pas des masses mieux. Hein. Oui, mais ça, c'est les affaires de finances. Alors, vous voyez, par exemple, Auchan, financièrement, est en difficulté puisqu'il licencie. Oui, et à côté de ça, il rachète Casino. Donc, est-ce que demain, on risque pas d'avoir un Casino bis avec un Auchan bis? Vous étiez maire, vous avez été député. Est-ce que dans l'implantation de toutes ces grandes surfaces, de ces zones où on en voit des moments sur des kilomètres, est-ce que vous avez votre mot à dire et un réel pouvoir là aussi? Alors, oui, on a un pouvoir. Moi, lorsque j'ai pris la ville de Firminy, il y avait 2 grandes surfaces. Il y avait le Centre Leclerc et il y avait Casino. Et j'ai fait en sorte de favoriser, il me fallait une galerie marchande. Et j'avais dit aux 2 grandes surfaces, je ne veux pas de galerie marchande. Pour moi, la galerie marchande, c'est le centre-ville. C'est-à-dire que la place du Bois, et puis tout, qui allait du Pont-Chanet jusqu'au quartier du Mans. Pour moi, c'était ma galerie marchande. Voilà. Donc, et je refusais tout agrandissement. J'ai jamais accepté un agrandissement de grande surface. On en avait 2. Nos commerçants étaient contents. Ils étaient heureux. Tout le monde travaillait. Et en plus, je vais vous dire, les grandes surfaces travaillaient en étroite collaboration avec l'association commerciale. Je me souviens également des Miss. Oui. Et du Corso, évidemment. Absolument. Vous nous avez donné un scoop avant de vous libérer. Vous allez donc sortir un livre. Oui, absolument. Il va parler de votre parcours, il va parler de quoi? C'est un livre qui va raconter toute ma vie. J'ai des mauvais souvenirs dès l'âge de 4 ans. Jusqu'à ce jour, avec l'évolution de 4 ans jusqu'à ma vie d'ouvrier jusqu'à 24 ans, mon mariage, la création de mon entreprise, ma vie politique, mon régiment. Mais c'est un livre, le jour où j'en ai discuté un jour avec un journaliste, j'ai vu le journaliste pleurer. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas de truc de maltraitance, ni quoi que ce soit. C'était une autre époque. C'était une autre époque. J'ai eu des parents exceptionnels. J'ai jamais eu de problème de physique. Non. Mais c'était des souffrances qui ont été dures quand même. Est-ce qu'on peut vous demander de vous retrouver pour une interview quand ce livre sortira? Bien sûr, bien sûr. J'ai envie de finir sur une note un peu italienne. Quel est le chanteur, le film et même peut-être la gastronomie qui vous plaît encore chez les Italiens? D'abord, la gastronomie, les plats italiens, c'est d'abord c'est tout ce qui concerne les pâtes, c'est tout ce qui concerne les viandes en sauce, c'est tout ce qui concerne moi, vous savez, mon épouse cuisine très bien, entre les lasagnes, les pennes, on fait de la purée de fèves, on mange des boulettes de viande. Il y a ça, puis il y a les tiramisu qui sont excellents. Hein. Toutes des choses pour maigrir. Hein. Oui, mais justement, il faudrait que je perde un peu de poids. Mais je veux mettre en condition, parce que vous savez, quand vous faites des compétitions, il y a des moments, il faut se mettre en état. Donc là, je me prépare. L'image est importante aussi. Et au niveau culturel, est-ce que vous avez des références, des films, des chansons italiennes? Alors, moi, toutes les chansons, j'aime aussi bien le classique que les chansons modernes. Donc, il y a les films, j'adore tous les films, je dirais que ce soit du Monte Cristo en passant par des films d'action, ou des films de comédie, je regarde l'ensemble. Comme on dit, Forza Italia. Entre autres. Merci pour ce petit rendez-vous et puis j'espère vous retrouver bientôt. Et je vous souhaite plein de réussite encore, parce que finalement, il y a encore de nouveaux challenges qui arrivent devant nous. Écoutez, moi, comme je le dis souvent, je ne demande rien, je ne veux rien, mais je ne m'interdis rien non plus. Merci beaucoup, Dino Cinieri. A presto. Merci de m'avoir interviewé.